Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres au sommaire de cette édition. Au Japon, démarrage ce mercredi de la TICAD 7, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a pour thème principal faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation. Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, prend part à ces assises. Et après une tournée politique dans le Woroba, le président de l'Assemblée nationale est de retour à Abidjan. Il s'est entretenu dès sa reprise ce jour avec les députés et le personnel de l'Assemblée nationale. Et lutte contre le travail des enfants, la police nationale reçoit un appui du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La structure présidée par la première dame, Dominique Ouattara, a offert un matériel d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Bienvenue dans ce 23h. À Yokohama, ce mercredi a démarré la TICAD 7, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Cette édition a pour thème faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation. Retour sur cette première journée avec notre envoyé spécial au Japon, Alexis Ouedraogo. Le dialogue d'affaires public-privé constitue l'un des sujets clés de la TICAD 7. Comment faciliter l'engagement direct entre les gouvernants japonais et africains, ainsi que le secteur privé? Ouvrant la séance plénière, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a relevé les progrès effectués en Afrique et dans le monde depuis le début de la TICAD en 1993. Une vision saluée par le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi, qui salue les principes directeurs de la TICAD, à savoir la propriété africaine, le partenariat international, l'inclusion et l'ouverture au monde. Et les États africains entendent saisir pleinement la force de ce partenariat. Il est urgent de promouvoir les stratégies permettant à l'Afrique de tirer les avantages souhaités de l'expérience japonaise en matière de création de richesses à travers ses PME et PMI. Les États membres de l'Union africaine, conscients de ce rôle stratégique des PME et PMI, de l'urgente nécessité d'attirer les investissements privés tant nationaux qu'étrangers, veillent à améliorer le climat des affaires au sein de ses États membres. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Elle veut que ses partenaires s'adaptent et travaillent sur la base de sa feuille de route qui est contenue dans l'agenda 2063. Je pense que c'est une bonne opération qui est faite entre le Japon et l'Afrique. Il s'agit de pouvoir continuer à développer le capital humain et en même temps à permettre de favoriser les affaires entre nos pays. Le Premier ministre japonais vient de le dire, c'est 20 milliards de dollars qui sont déjà investis en Afrique par le Japon. Ça peut être plus, mais comme vous savez, les exigences de conditions démocratiques, de sécurité, sont des exigences que nous devons travailler à renforcer également pour améliorer cette coopération. Sous le thème développement avancé de l'Afrique au travers des gens, de la technologie et de l'innovation, les discussions permettront d'identifier les freins à débloquer ainsi que les actions concrètes à entreprendre pour le développement du continent. Jeudi, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend part au panel portant sur les efforts des pays africains et leurs attentes à l'égard du Japon. Et je vous l'ai annoncé en titre, le président de l'Assemblée nationale est de retour au siège de l'hémicycle à Abidjan après une tournée dans le Woroba, une reprise marquée par une réunion avec les députés et le personnel de l'Assemblée nationale. Suivons ce compte-rendu de Moussa Konaté. Échange entre le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs. Face aux députés et personnels de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro s'est félicité de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de son institution. Je vois la manifestation de votre adhésion à notre vision commune, comme je ne cesse de le prôner, celle d'une Assemblée nationale synonyme d'une famille unie et solidaire. Le président Amadou Soumaoro a également fait le point de sa tournée effectuée récemment dans le district du Woroba. Notre objectif à travers cette tournée était de donner aux populations le message de l'unité nationale et de la cohésion sociale et surtout le message de la paix. Il s'agissait de dire aux populations que nous devions rester mobilisés derrière et autour du chef de l'État
et soutenir son gouvernement et son Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, afin de consolider les acquis et poursuivre, selon sa vision, le processus de développement économique et social. Lors de cette tournée, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Mankono, Kani, Touba et Séguéla. Il est à présent question de la lutte contre le travail des enfants. Pour des actions efficaces sur le terrain, la police nationale a reçu un don en matériel d'une valeur de 80 millions de francs CFA. C'est une action d'appui du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, une structure présidée par la première dame Dominique Ouattara. La cérémonie de remise de dons a eu lieu ce mercredi au cabinet de la première dame dans la commune de Cocody. Suivons ce rapport de Mahama Traoré. Monsieur le DG de la police, plus rien ne doit désormais retenir à Abidjan la sous-direction de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants. Plus rien ne doit retenir les policiers chargés de traquer les trafiquants d'enfants. Les moyens utiles à l'accomplissement de leur mission sont désormais disponibles. 2 véhicules de type 4x4, du matériel de bureau et informatique, le tout pour un coût global de 80 millions de francs CFA. Un don du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Il nous faut agir avec urgence et rigueur sur le levier de la répression et de l'application de la loi afin d'inverser la tendance du travail des enfants dans notre pays en mettant fin aux activités illicites de ces réseaux de trafiquants d'enfants à travers des opérations de police pour dissuader et arrêter les contrevenants. Il sera fait bon usage de ce matériel destiné à la sous-direction de la police nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants, assure le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour Sidiki Diakité, l'enjeu est de taille. Messieurs les commissaires de police et chefs d'unité, je voudrais donc vous demander de vous y investir de façon résolue. L'avenir économique de notre pays en dépend, mais aussi l'image de notre pays en dépend, parce que nous ne souhaitons pas que la Côte d'Ivoire conserve cette image dégradante d'enfants utilisés dans des plantations alors qu'ils devraient plutôt être à l'école, se former. C'est ça aussi l'avenir de notre pays. Cette remise de matériel traduit la mise en œuvre du 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, lancé en juin dernier par la première dame Dominique Ouattara. De 2012 à ce jour, les forces de police ont mis fin aux activités de 200 trafiquants d'enfants. Parlons de politique à présent. La nouvelle version de la commission électorale indépendante satisfait l'URSIN, l'Union républicaine pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Le parti politique s'exprimait lundi dernier à l'occasion d'un point presse. Il invite par ailleurs la classe politique ivoirienne à éviter la politique du blocage. Ahmed Traoré et Herman Guivet. Voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante, CEI, a été adopté en Conseil des ministres le 3 juillet dernier. Une décision qui satisfait plus d'un. Suite à la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine qui a accueilli favorablement les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en vue des élections libres, transparente et apaisée en 2020, les militants du RHDP de la cité balnéaire ont décidé de faire entendre leur voix. Nous, coordination départementale par intérim de RHDP et l'ensemble des populations éprises de paix de Grand Bassam, félicitons l'Union pour cette prise de position éclairée et encourageons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à poursuivre le maintien de ce climat de paix, d'union, de cohésion et surtout d'ouverture. Nous réaffirmons que cette page de la recomposition de la CEI est définitivement tournée. Cap sur 2020 pour des échéances électorales. Nous rassurons sans équivoque la haute direction de notre totale et entière disponibilité pour faire triompher le RHDP de façon éclatante à Grand Bassam. Les militants du RHDP de Grand Bassam n'entendent pas s'arrêter à cette déclaration
Bientôt, ils seront sur le terrain pour sensibiliser les populations à continuer d'entretenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Voilà un reportage commenté par Sidonie Davila. Les examens à grand tirage de cette année 2019 ont enregistré 6 250 cas de fraude sur 273 342 candidats inscrits. Selon les statistiques, 60% sont des fraudeurs et des fraudeurs étaient des candidats officiels et 40% étaient des candidats libres. Une situation alarmante pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection, a présenté lors d'un point presse ce mercredi le système d'organisation des examens scolaires en Côte d'Ivoire et également les techniques illicites des candidats fraudeurs. Rassurez-vous, des sanctions ont été prises, mais pour assurer la crédibilité des diplômes ivoiriens, le ministère assure lutter avec acharnement contre ce phénomène. Suivons ce reportage de Salima Toudia. 6 250 cas de fraude enregistrés aux examens à grand tirage de 2019, soit 2,3% contre 0,1% en 2017. La fraude prend de l'ampleur. L'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, a présenté un échantillon de 45 preuves de fraude lors d'un point de presse ce mercredi. Utilisation des téléphones portables, substitution de candidats par une tierce personne, copie conforme ou encore détention de documents non autorisés. Les fraudeurs font même preuve d'ingéniosité pour arriver à leur fin. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui adhèrent donc à leur offre reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposé leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. La draine d'Abidjan est touchée par le fléau avec 5,59%. Rappelant les textes réglementaires régissant les examens scolaires, le ministère de tutelle annonce des sanctions. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. À l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen, la tradition devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens, le retrait de l'autorisation d'enseigner. Pour le ministère de tutelle, lutter contre ce fléau est un devoir commun pour la crédibilité et la compétitivité des diplômes et surtout pour l'égalité des chances dans une société juste. Parlons à présent de sécurité. 3 individus présumés spécialistes du vol par infraction dans la commune de Koumassi ont été interpellés et déférés à la MACA. Ils réalisaient leur forfait avec 74 clés de maison. On en sait davantage avec ce télémon d'Abou Sanogo. Ces 2 dames profitaient de l'absence des propriétaires ou locataires, ouvraient leurs portes ou les fracturaient pour voler dans leur domicile. Cela se passe à Koumassi-Remblai. Elles sévissaient dans les immeubles. Parce que dans les immeubles, vu qu'il y a plusieurs habitants, il est difficile même pour les vigiles de savoir qui habite exactement ces lieux. À tel point que ces voleuses qui se confondent aux habitants et aux visiteurs en profitent pour s'introduire dans les domiciles et voler les objets de ceux qui vont au travail. C'est en tentant de s'introduire dans un domicile qu'elles se sont retrouvées nez à nez avec le propriétaire. J'étais au salon, j'ai regardé la télé. Et j'ai attendu sonner. Donc j'ai diminué le volume de la maison. Et la personne est restée là sonner jusqu'à... Bon, vu que je n'ai pas de rendez-vous à cette heure avec quelqu'un, donc je ne suis pas levé. Et elles ont insisté jusqu'à... Ça s'est arrêté. Donc je suis allé au balcon, je suis arrêté pour voir si je connaissais la personne ou bien si elle connaissait la personne. Je suis revenu m'asseoir. Quand je suis revenu m'asseoir, là elles ont commencé à croire que la sonnerie. Vu que ça ne répondait pas, elles ont commencé à mettre des clés là, dans la série là. Elles insistaient. Maintenant, elles essaient de forcer. Elles ont mis pause. Quand elles ont mis pause, moi j'ai poussé la porte, mais doucement. Ne pas qu'elles attendent derrière, puis enlever le crochet. Quand j'ai enlevé le crochet maintenant, elles ont commencé à fuir. C'est avec 74 clés de maison et une barre de fer, ainsi que 2 clés de véhicule,
qu'elles opéraient. Elles n'agissaient pas seules. Ces dames étaient aux ordres d'un bijoutier. C'est lui qui avait ma soeur, puis donne les lieux. Ça commence ici. C'est le 3e lieu qu'elle est là. Ces vols avec effraction sont récurrents dans la commune de Koumassi. Généralement, les plaignants même sont confus. Il arrive souvent qu'ils accusent leurs servantes ou même certains de leurs parents, puisque généralement, il n'y a pas d'effraction. Puisque ces voleuses munies de clés, elles entrent sans fracturer les portes. Au commissariat de police du 6e arrondissement de Koumassi, dirigé par le commissaire Kwame Arthur Lezou, ces deux dames ont reconnu les faits. On sait que c'est du vol parce qu'on avait besoin d'argent. On ne peut plus reprendre ça. Ah, ça m'a servi de leçon. Il y a 2 enfants. Les populations sont donc appelées à la vigilance. Donc c'est l'occasion d'inviter les cohabitants des immeubles généralement à tenir un registre des visiteurs de manière à pouvoir identifier formellement qui vient et au besoin même leur demander de fouiller tous les gens qui entrent dans ces domiciles avec des sacs. Avec leurs 74 clés et pieds de biche, ils iront méditer sur leur sort à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Parlons des obsèques de DJ Arafat. Les cérémonies officielles de compassion à la famille ont démarré lundi dernier. Une délégation du gouvernement avec à sa tête la ministre Kandia Camara s'est rendue auprès de la famille de DJ Arafat pour apporter la compassion du gouvernement ivoirien. Un don de 15 500 000 francs CFA a été remis à la famille éplorée. Serge Coléa. C'est une délégation conduite par la ministre Kandia Camara et composée des ministres Maurice Kwaku-Bandaman, Bakayoko Liramata, ainsi que des gouverneurs, des sénateurs, des députés, des maires et cadres de l'administration ivoirienne qui est venu présenter ses condoléances à la famille de DJ Arafat. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, porte-parole de la délégation, a exprimé une fois de plus la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara qui est revenu ce mardi 27 août d'un voyage à l'extérieur. Il a ajouté que le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, hors du pays en ce moment, se tiennent également aux côtés de la famille. Des dons ont été faits. Le footballeur international Kwasi Gervinho a offert 10 millions de francs CFA aux enfants de l'artiste. Une enveloppe répartie équitablement par sa marraine Kandia Camara entre les 5 enfants, soit 2 millions de francs CFA pour chacun. La ministre a pour sa part remis une enveloppe d'1 million de francs CFA à Tina Glamour, 1 million à la grand-mère de DJ Arafat et 2 millions de francs CFA au comité d'organisation des obsèques du Daïchikan. Au nom de son ministère, Bakayoko Liramata a donné 1 500 000 francs CFA aux enfants, soit un total de 15 500 000 francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est hors du pays, donc nous venons ici au nom du gouvernement présenter nos condoléances à toute la famille. Nous sommes venus prendre notre part de deuil et nous sommes venus dire aussi que nous serons aux côtés de la famille pendant toutes les étapes. C'est une grande perte pour le monde de la culture, mais c'est surtout une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'était une icône, il était même notre ambassadeur, donc il représentait la Côte d'Ivoire partout dans le monde, il faisait notre fierté et aujourd'hui nous avons le cœur en peine. Les condoléances officielles au domicile du roi du coupé-décalé ont débuté le lundi 26 août dernier. Plusieurs personnalités ainsi que des admirateurs et populations dans toutes leurs composantes se succèdent pour exprimer leur soutien à la famille. Dans la ville de San Pedro, au CHR, l'artiste chanteur Moulukoukou DJ était au chevet des malades et orphelins du sida. Ils ont reçu de l'artiste des vivres et non-vivres à l'occasion de la 2e édition du Moulou Festi Party, un festival pour la promotion de la ville de San Pedro, la ville natale de Moulukoukou DJ. Une séance de don de sang a également été organisée. Le reportage de Sam Conan. Pour cette 2e édition du Moulou Festi Party de San Pedro, l'artiste chanteur et disque jockey Moulukoukou DJ Nana El Douro, à l'état civil Die Wilfried Ismaël, a décidé de faire du social. Une remise de dons aux orphelins du sida et aux malades du centre de l'Odyssée de Furli. DJ Moulukoukou, qui est un fils de San Pedro, qui a débuté
tout petit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu que toute la Côte d'Ivoire le connaît, il a décidé aujourd'hui de venir rendre visite encore dans sa commune de San Pedro et décidé de faire don aux orphelins d'élan d'amour. Vraiment, je ne peux que lui dire merci et prier pour lui. Moulokoko Didier a également organisé avec ses amis d'enfance une cérémonie de don du sang au CHR de San Pedro. J'ai trouvé ça bonne, louable et qu'il fallait soutenir. Je pense que ça va servir aussi à d'autres personnes qui en ont besoin. Et ça va aussi servir à nous-mêmes aujourd'hui qui sommes là. Demain, si on a besoin, bon, c'est le même sang qu'on récupère quelque part, quoi. Dieu nous a fait la grâce d'être en bonne santé et de faire don de son sang, ça peut aider à sauver des vies. Le sang ne suffit jamais parce que tous les jours, il y a besoin de sang. Peu sont les personnes qui viennent donner. On attend vraiment ce genre d'action de la population pour qu'on ne parle plus de pénurie de sang en Côte d'Ivoire. Après le volet social, place au festival au quartier zone. 3 nuits d'ambiance avec des artistes ont permis à la jeunesse de s'égayer pendant ses vacances scolaires. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition du Moulou Festi Party de San Pedro. Une autre célébration, les dates du prochain Abissa sont désormais connues. Cette grande fête du peuple Nzima aura lieu cette année du 20 octobre au 3 novembre 2019. Les explications de Issaïo. Il y a 10 mois, l'Abissa n'a pu se tenir correctement à Grand Bassam, au quartier France, à cause des dissensions liées aux élections couplées municipales et régionales. Pour tenir l'événement dans de très bonnes conditions cette année, une cérémonie de pardon, dite Azonjolé, pour créer l'harmonie et la cohésion au sein de la communauté Nzima, a eu lieu au domicile du roi Amon Désiré Tanoé. Azonjolé, en son sens premier, veut dire le calme autour, la paix autour. Le peuple Nzima ne règle ses problèmes que par le dialogue. Mais un dialogue apaisé. Vous n'aurez jamais toute cette concertation qu'il y a eu, c'est vraiment dans un ton apaisé. Même quand la situation commande qu'il y ait des élévations de ton, qu'il y ait des montées de ton, l'essentiel est qu'on arrive à une situation apaisée sans recourir à la violence. Cette cérémonie fut de larges consultations des différentes institutions de la communauté Nzima Kotoko, referme ainsi une page triste de son histoire. Le dialogue, le pardon et l'esprit de réconciliation ayant triomphé, la date de l'Abissa a été fixée. L'événement se déroulera du 20 octobre au 3 novembre prochain à Grand Bassam. Intéressons-nous à une autre fête qui a déjà eu lieu. Il s'agit de la fête de génération Abata Village de la catégorie Blessoué Soukrou qui s'est présentée officiellement au peuple Hatchan, Hermance Zirignan et Mamadou Kwasi. Des pas de danse guerrière suivis de rituels de purification. Une démonstration de maturité pour ces membres de la génération Blessoué du village d'Abata dans la commune de Benjerville. Cette génération fait son entrée officielle dans la grande famille d'Abata, désormais apte pour la prise de parole en public. Membre de la génération Blessoué, Youssou Doumbia, député maire de Benjerville, insiste sur l'importance de la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Il y a deux danses. Il y a la danse du premier guerrier, qui est le guerrier, nous on appelle le papa, et le petit guerrier qui est Aman en langue Hatchan, qui va sortir juste après lui. Vous voyez les hommes en kaolin, ça signifie qu'aujourd'hui nous sommes devenus des hommes, qu'on peut nous donner le village demain pour diriger. Un passage générationnel qui démontre ainsi la beauté de la tradition Hatchan et qui ne laisse personne indifférent. Pour nous, c'est très intéressant de voir comme la fête de la génération développée, comme la tradition d'ici. Pour nous, c'est très intéressant parce que nous n'avons pas la même chose à l'Espagne, c'est très différent de notre culture. Le passage d'une génération à une autre chez le peuple Hatchan se fait chaque 5 ou 10 ans selon les villages. Et dans ce village d'Abata, cela se fait chaque 5 ans. À Bobo-Doumé, la génération Dougbo Agban, génération dont fait partie le ministre Laurent Tchaba, a été honorée. La génération Dougbo Agban célébrait ses 40 ans. Éric Corré.
Le village d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé célèbre les 40 ans d'existence de la catégorie Doubo-Agban. Cette catégorie a effectué sa première sortie en 1979. 40 ans que ça dure et les membres restent toujours soudés. La génération Doubo-Agban a apporté le développement, l'assainissement du village, l'encadrement des jeunes du village. Ces moments de réjouissance du peuple haïtien s'effectuent selon les us et coutumes. Une fois le village vous donne l'autorisation de diriger, c'est cette fête-là qui nous donne l'opportunité. En commun accord, nous décidons d'une date. Au sein des Doubo-Agban se trouvent d'illustres personnalités, dont Tchaba Laurent, ministre de l'Hydraulique. Membre actif de la catégorie Doubo-Agban, il a invité le peuple haïtien à l'entente et à l'amour. Gérer un village, c'est commencer par se rassembler. Gérer un village, c'est commencer par être solidaire. Gérer un village, c'est commencer par être fraternel. Et Doubo-Agban donne l'exemple. Et nous souhaitons que tous puissent copier cette volonté de rassemblement, cette volonté de solidarité et je dirais d'amour. La Fakue, ou fête de génération en pays haïtien, est une cérémonie initiatique qui marque le passage d'une étape inférieure à une autre étape supérieure de la vie des jeunes filles et des jeunes garçons. Après ces fêtes traditionnelles, passons à la religion. Après plusieurs semaines d'absence, les pèlerins du Hadj sont de retour. Ils sont accueillis à leur arrivée par leurs familles et leurs proches qui, très impatients, manifestent sans retenue leur joie. Un accueil qui parfois se fait donne beaucoup de mal aux organisateurs du pèlerinage, surtout en ce qui concerne le dispositif sécuritaire mis en place. Le constat d'Abdoulaye Koné. Depuis quelques jours, ce carrefour est le théâtre de liesses populaires et de scènes de joie. Ici, plusieurs centaines de personnes viennent accueillir les pèlerins de retour de la Mecque. Je suis là pour accueillir mon grand-papa, attendre un pèlerin, vraiment. Quelqu'un qui vient de la Mecque. Et c'est mon souhait aussi d'aller à la Mecque. Je ne sais pas, peut-être que Dieu va me faire cette grâce l'année prochaine, j'irai. Donc j'attends. Après les formalités de police à l'aéroport, ce pèlerin désormais en possession de ses bagages s'empresse de retrouver sa famille. Ah, vraiment, c'est pour ça que je suis pressé même de sortir, pour voir dans quel état ils se trouvent. Vraiment, je suis pressé de les voir. Quand vient l'heure de la rencontre avec les siens, difficile de contenir sa joie au mépris des règles de sécurité établies par la police, des forces de l'ordre qui ont du mal à contenir la foule et des voitures qui doivent rouler au ralenti. Les familles, quant à elles, savourent l'instant. La satisfaction qu'il ait pu partir à la Mecque et revenir en bonne santé, et on remercie le bon Dieu. Je suis très content de les retrouver. Mais vraiment, les mots me manquent. Toutes les doigts qu'on a fait, pour le pays et puis la famille, tout le monde, et que Dieu fasse que ça se passe bien. Sentiment de joie, félicitations aux pèlerins, on est très contents et vraiment ils ont fait beaucoup de bénédictions pour nous. Si le pèlerin et sa famille exultent de joie après les retrouvailles, la fatwa ou encore la consultation juridique rappellent à l'ordre le croyant musulman. Lorsque l'accueil de pèlerins sort du cadre religieux, on oublie l'objectif. Le pèlerin doit savoir qu'il est allé exécuter son obligation, comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat. Et quand il revient du pèlerinage, il doit avoir le souci d'abord de se poser la question si son pèlerinage a été exaucé. Et ceux qui viennent vers lui doivent savoir qu'ils sont en face de quelqu'un qui a été purifié de tous ses péchés. Allah a expié tous ses péchés et ils doivent bénéficier de ses bénédictions. Tout pèlerin revenu du voyage de l'obtempération à l'ordre d'Allah doit tenir compte de ses enseignements afin que son hajj soit rétribué. En sport, une autre médaille d'or pour la Côte d'Ivoire à Rabat où se tiennent la 12e édition des Jeux africains. Marie-Josée Talou a remporté l'or sur le 100 mètres, c'était hier. En 11 secondes 09, la championne d'Afrique a occupé le premier rang devant Gina Bass de Cap-Vert et l'Égyptienne Bessan Emida, suivant ce reportage de RTI Sport.
La Côte d'Ivoire confirme son rang de numéro 1 au niveau du sprint africain aux Jeux africains 2019 à Rabat. La championne d'Afrique Marie-Josée Talou a assuré l'essentiel en s'offrant l'or en finale du 100 mètres dames avec un chrono de 11 secondes 13 centièmes. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Donc voilà, il fallait conserver son titre, c'est ce que j'ai fait. Chez les hommes, Arthur Sissé-Gueux s'adjuge la médaille d'argent avec un chrono de 9 secondes 97 centièmes. Là, je suis sorti quasiment pas presque comme les autres jours. Malheureusement, j'ai essayé de rattraper le coup, mais ça n'a pas été le cas. Et je termine deuxième, donc Dieu merci. Deuxième place, ça fait plaisir. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ces médailles glanées confirment la bonne forme de l'athlétisme ivoirien. Voilà, c'est un exploit relaté par Sébastien Wognan et Jean-Sylvestre Esso pour RTI Sport. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonne soirée chez vous.